Nous sommes venus, nous avons vu, il est mort. La Libye, autrefois sous le joug d'une dictature, semblait promise à une nouvelle ère. Les forces de l'Est libyen et leur chef, Khalifa Haftar, affichaient leur intention de s'emparer de la capitale Tripoli et de renverser le gouvernement soutenu par l'ONU. Depuis la destitution de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye a été plongée dans une tourmente incessante, incapable d'établir des structures politiques stables. La tentative initiale de renverser le régime de Kadhafi a dégénéré en une guerre civile complexe, traversant plusieurs phases. À partir de 2014, la Libye s'est retrouvée divisée entre administrations rivales, favorisant l'émergence de nombreuses milices et un état général d'anarchie. Bienvenue sur Décoder le monde, pour une exploration approfondie du réseau complexe de conflits et d'instabilité qui a défini la Libye depuis la chute de Mouammar Kadhafi. Restez avec nous, car nous allons révéler comment des figures clés ont façonné le destin tragique de cette nation. Mouammar Kadhafi est arrivé au pouvoir en Libye en 1969, à la suite d'un coup d'État militaire qui a destitué le roi Idriss. Kadhafi a transformé la Libye, passant d'une monarchie à un État socialiste, utilisant les revenus pétroliers nationalisés pour financer d'importants projets d'infrastructures ainsi que des avancées significatives dans les domaines de la santé et de l'éducation. Initialement, Kadhafi visait l'unité panarabe, aspirant à unir les pays arabes. Cependant, au fil du temps, son attention s'est tournée vers le panafricanisme, prônant l'unité et la collaboration africaine. Malgré ces initiatives, le régime de Kadhafi était notoire pour ses graves violations des droits de l'homme, son oppression politique et son soutien au terrorisme international, notamment l'attentat de Lockerbie en 1988. De plus, le leadership controversé de Kadhafi a suscité une condamnation mondiale, entraînant des sanctions économiques et une isolation croissante de la Libye en raison de son soutien à des groupes militants et de son implication dans des conflits régionaux. En février 2011, inspirés par l'influence généralisée du printemps arabe, les Libyens ont commencé à se soulever, les premières manifestations éclatant à Benghazi et se propageant rapidement à d'autres villes. Cela a conduit à de violentes confrontations entre les forces de sécurité de Kadhafi et l'opposition. En mars 2011, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé d'instaurer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye. Par la suite, l'OTAN a lancé des frappes aériennes visant à protéger les civils. Kadhafi a déclaré qu'il ne montrerait aucune pitié à son propre peuple, les comparant à des rats et menaçant d'aller de porte en porte pour infliger des châtiments. Barack Obama a affirmé que Mouammar Kadhafi était la principale raison de la guerre, qu'il était sur le point de massacrer son propre peuple et qu'il n'était pas dans l'intérêt national des États-Unis de laisser cela se produire. En juillet de la même année, le Conseil national de transition, CNT, a été officiellement reconnu comme le gouvernement légitime de la Libye au niveau international. Dans les semaines qui ont suivi, l'Union africaine ainsi que 60 autres pays ont également déclaré leur reconnaissance du CNT. Pendant ce soulèvement contre Kadhafi, de nombreux groupes rebelles ont émergé à travers la Libye. Des unités de l'armée ont également fait défection dans la région de l'Est, où le régime s'est rapidement effondré, et dans la région de Zintan, à l'ouest, permettant aux rebelles d'utiliser les infrastructures existantes et de prendre l'avantage. Lorsque le régime de Mouammar Kadhafi est finalement tombé, la plupart de ces unités rebelles étaient des groupes de combattants peu organisés, avec une coordination minimale entre eux. En août 2011, Mouammar Kadhafi est entré dans la clandestinité lorsque les rebelles anti-Kadhafi ont pris d'assaut Tripoli, la capitale libyenne. Le 20 octobre 2011, Mouammar Kadhafi a été capturé et tué lorsque les forces d'opposition ont pris la ville de Sirte. Peu après sa mort, le CNT a déclaré la Libye nation libre et a annoncé des plans pour organiser des élections dans les 8 mois. Le CNT libyen a élaboré un plan de transition de 18 mois, mais sa structure faible a rapidement commencé à se désintégrer. Après la chute de Kadhafi,
diverses factions rebelles ont rapidement fortifié leur position et pillé les dépôts d'armes et les bureaux gouvernementaux pour se préparer à la lutte pour le pouvoir d'après-guerre en Libye. La situation s'est détériorée au fil des ans et en 2016, la Libye comptait environ 20 millions d'armes pour ses 6 millions d'habitants. Ces armes ont circulé par divers canaux, finissant souvent entre les mains de terroristes et de milices locales en raison des frontières poreuses du pays. Ce trafic d'armes généralisé a permis aux milices libyennes d'affirmer leur propre statut au sein du tissu social. Les armes qui devaient être rendues à la fin de la révolution libyenne sont restées entre les mains de ces groupes rebelles, solidifiant ainsi leur pouvoir. De plus, certaines milices se sont livrées à des activités de racket ou ont été embauchées pour garder des bâtiments et des ressources convoitées par des groupes rivaux. La période post-Kadhafi a offert d'importantes opportunités commerciales, car les diverses milices ont contraint les autorités faibles à employer leurs membres dans la fonction publique. D'autres groupes rebelles, non motivés politiquement, ont utilisé leur puissance de feu pour dominer les opérations de contrebande transfrontalières impliquant des drogues, des produits subventionnés comme l'essence ou la farine, ainsi que des migrants illégaux originaires de pays africains se dirigeant vers l'Europe. Ce commerce lucratif a prospéré en l'absence d'un État fort, compliquant les efforts du CNT libyen pour établir un contrôle adéquat sur le pays. Plutôt que d'être désarmés, les nombreuses milices libyennes ont été financièrement soutenues par certains partis politiques cherchant à assurer leur propre protection. Des politiciens ont également tenté de coopter d'anciens rebelles en les plaçant sur la masse salariale de l'État en tant que prétendues forces de sécurité ou armées régulières. Toute milice, même des militants islamistes comme Ansar al-Sharia, a eu accès aux fonds du gouvernement. Il est dit que le gouvernement de transition, qui a gouverné la Libye de la chute de Kadhafi jusqu'aux élections nationales de 2012, a distribué plus de 1,4 milliard de dollars à d'anciens rebelles et à des individus affirmant avoir combattu Kadhafi. Ceci, combiné à l'absence d'une armée ou d'une force de police unifiée, a permis à diverses milices de prendre le contrôle de la quasi-totalité du pays. En juillet 2012, le CNT a transféré le pouvoir au Congrès général national, CGN, nouvellement élu. Une partie du mandat du CGN consistait à rédiger une nouvelle constitution, à établir un cadre juridique pour la gouvernance et à superviser le désarmement des diverses milices apparues pendant la révolution libyenne. Malheureusement, le CGN a été confronté à des défis importants au cours des 2 années suivantes, notamment des divisions internes, des querelles politiques et la montée de groupes armés en compétition pour le pouvoir. La Libye sombrait dans le désordre et, en septembre 2012, des militants islamistes ont lancé une attaque contre le consulat des États-Unis à Benghazi, entraînant la mort de 4 Américains, dont l'ambassadeur américain Christopher Stevens. La découverte de pétrole en Libye à la fin des années 1950 a transformé son économie, rendant le secteur pétrolier vital car il contribue à la majeure partie du PIB du pays et des revenus du gouvernement, façonnant considérablement son paysage géopolitique et économique. Après la chute de Mouammar Kadhafi, diverses factions ont reconnu la production pétrolière libyenne comme cruciale pour s'assurer le pouvoir dans une nation ravagée par les conflits politiques et militaires. En 2013, un homme du nom d'Ibrahim Jadran est devenu l'une des premières figures clés dans la lutte pour le contrôle du pétrole libyen. Après le soulèvement de 2011, le gouvernement de transition libyen avait affecté Ibrahim Jadran et ses quelques 2500 combattants rebelles à la protection des champs pétroliers et des ports en Libye. En tant que commandant de cette nouvelle garde des installations pétrolières, GIP, la force gouvernementale responsable de la sauvegarde des installations pétrolières nationales, Ibrahim Jadran a rompu avec le gouvernement. Jadran a ensuite imposé des blocus sur les installations pétrolières, ce qui a entravé la production
et il a également exigé la création d'une commission spéciale pour enquêter sur la gestion des revenus pétroliers pendant le mandat de Mouammar Kadhafi. Ibrahim Jadran a bloqué les ports d'exportation de pétrole en 2013 et 2014 pour exiger plus d'autonomie pour la Libye orientale, en particulier sur les revenus pétroliers, et pour protester contre la prétendue gestion corrompue de la Compagnie nationale de pétrole libyenne. Ce blocus par Ibrahim Jadran a coûté à l'État plus de 30 milliards de dollars en revenus pétroliers perdus. En mars 2014, Ibrahim Jadran a attiré l'attention internationale en permettant au pétrolier Morning Glory de quitter le port oriental de Sidra sous pavillon nord-coréen. Cet envoi non autorisé de pétrole faisait partie de son effort plus large pour vendre du pétrole indépendamment du gouvernement libyen, qui l'accusait de corruption et de négligence des besoins de la région orientale. En représailles, le gouvernement libyen a déclaré l'expédition illégale et a demandé l'assistance internationale. La marine des États-Unis est intervenue, interceptant et abordant le Morning Glory dans les eaux internationales au large de Chypre. Le navire Morning Glory a ensuite été escorté vers la Libye sous l'autorité militaire des États-Unis, sa cargaison étant restituée au gouvernement libyen. Ibrahim Jadran a continué d'être une figure controversée dans la bataille pour les ressources pétrolières de la Libye après l'incident du Morning Glory. Malgré de multiples efforts des gouvernements libyens successifs pour négocier avec lui, Jadran a maintenu une influence considérable en raison de sa capacité à bloquer ou à autoriser les exportations de pétrole en Libye. En 2016, sa position a été considérablement affaiblie lorsqu'il a perdu le contrôle des terminaux pétroliers au profit de la nouvelle Armée nationale libyenne, ANL, dirigée par le général Khalifa Haftar, un autre acteur majeur de la Libye post-Kadhafi. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi, les militants libyens s'étaient livrés à des conflits sporadiques en ville, durant généralement de quelques heures à quelques jours, jusqu'à ce qu'une forme de cessez-le-feu soit négociée, permettant aux habitants de reprendre leur vie quotidienne. Cependant, le conflit en Libye a atteint un nouveau niveau en mai 2014, lorsque Khalifa Haftar, un général de l'ère Kadhafi, a lancé une offensive contre les islamistes radicaux. Khalifa Haftar deviendrait l'une des figures les plus polarisantes de la Libye. Né en 1943 dans la ville orientale d'Ajdabiya, Khalifa Haftar fut autrefois un allié de Mouammar Kadhafi, jouant un rôle clé dans le coup d'État de 1969 qui l'amena au pouvoir. Leur relation s'est aigrie dans les années 1980, suite à une campagne militaire libyenne désastreuse au Tchad. Ce qui s'est passé ensuite avec Khalifa Haftar reste flou. Certaines sources suggèrent qu'il a passé les années suivantes en prison, tandis que d'autres affirment qu'il a informé le gouvernement tchadien de sa décision de s'opposer à Mouammar Kadhafi. Cela aurait conduit à la création d'installations d'entraînement pour lui et ses hommes à N'Djamena, la capitale du Tchad, dans le cadre de l'Armée nationale libyenne, ANL, l'aile militaire du Front de salut national libyen de l'opposition. À cette époque, des liens entre Khalifa Haftar et la CIA des États-Unis ont commencé à faire surface. Selon le New York Times, les services de renseignement américains, avec l'approbation du président de l'époque, Ronald Reagan, ont financé et aidé à entraîner Khalifa Haftar et ses 350 soldats au sabotage et autres techniques de guérilla au Tchad, dans le cadre des efforts visant à renverser Mouammar Kadhafi. Lorsque le gouvernement d'Hissène Habré au Tchad a été renversé en 1990, les États-Unis ont cherché un nouveau refuge pour Khalifa Haftar et ses troupes. C'est ce qu'indique le rapport. Après des tentatives infructueuses de les installer au Kenya et dans ce qui était alors le Zaïre, aujourd'hui la RDC, le gouvernement des États-Unis a finalement dû accorder l'asile à Khalifa Haftar et à ses hommes et les amener aux États-Unis. Le chapitre suivant de la vie de Khalifa Haftar
a pris une tournure inattendue, car il a passé les 20 années suivantes à vivre une vie apparemment tranquille avec sa famille dans la banlieue de Virginie, aux États-Unis. Cette période a alimenté davantage les rumeurs de son implication avec la CIA, d'autant plus que sa maison à Falls Church, en Virginie, n'était qu'à quelques kilomètres du siège de la CIA à Langley. Le New York Times a rapporté que Khalifa Haftar lui-même avait admis avoir fréquemment parlé avec la CIA pendant son séjour en Virginie. Bien que vivant aux États-Unis, Haftar est resté en contact avec des groupes d'opposition libyens et il est retourné en Libye en mars 2011, rassemblant d'anciens membres des unités de l'armée qu'il avait autrefois commandées. Haftar est resté discret, principalement dans l'Est libyen, jusqu'en février 2014, date à laquelle il a diffusé une vidéo devant un drapeau libyen annonçant un coup d'État contre le CGN en raison de son incapacité à faire face à la menace islamiste apparemment croissante en Libye. Son annonce télévisée a été accueillie avec beaucoup de mépris et de ridicule dans de nombreuses parties du monde, mais cela n'a pas entamé la détermination du général. En mai 2014, Khalifa Haftar a lancé une campagne militaire appelée Opération Dignité libyenne contre le groupe islamiste Ansar al-Sharia, ainsi que d'autres factions islamistes. Cette guerre, initiée par Khalifa Haftar en mai 2014, a marqué le début de la descente totale de la Libye dans le chaos. Dans ses premières déclarations publiques, le général Haftar a qualifié les islamistes de toutes sortes de terroristes. Dans ses nombreuses allocutions, le général Haftar a déclaré que les islamistes n'avaient que 3 options: quitter le pays, être tué ou être arrêté. Cette rhétorique du général a, sans surprise, uni les factions islamistes auparavant belligérantes contre lui. En représailles, les islamistes ont formé des alliances sous le nom de Fajr Libya, aube de la Libye, et ont lancé des offensives dans d'autres parties du pays. Finalement, des combats ont éclaté à l'aéroport international de Tripoli entre la coalition Fajr Libya, qui contrôlait Tripoli et une grande partie de l'ouest libyen, et la coalition Opération Dignité libyenne de Khalifa Haftar, qui contrôlait des parties de Sirte et Benghazi dans l'est libyen. Cette escalade a transformé le conflit en une guerre civile à grande échelle. Les élections de juin 2014 ont vu une défaite significative pour les islamistes, qui détenaient auparavant le pouvoir gouvernemental, avec un taux de participation représentant moins de la moitié des électeurs éligibles. Les législateurs au sein du CGN libyen ont rejeté les résultats de ces nouvelles élections parlementaires, dont la nouvelle assemblée devait être appelée la Chambre des représentants. De plus, la coalition de groupes islamistes armés, Fajr Libya, a rétabli le CGN sortant à Tripoli, qui est devenu connu sous le nom de Gouvernement de Salut National, GSN. Au même moment, le Parlement nouvellement élu, la Chambre des représentants, s'est réuni dans la ville orientale de Tobrouk sous la protection des forces du général Khalifa Haftar. L'absence d'autorité centrale en Libye a créé une opportunité pour le groupe extrémiste militant ISIS. Exploitant le vide de pouvoir et les conflits locaux, ISIS a pris le contrôle et recruté des combattants, tandis que d'autres militants détenaient une grande partie de Benghazi et de Derna. Le pouvoir d'ISIS en Libye a culminé en 2016 avec la capture de Sirte, son bastion le plus important en dehors de la Syrie et de l'Irak. La montée d'ISIS en Libye a déstabilisé la région du Sahel, facilitant le flux d'armes et de militants, ce qui a aggravé les conflits au Mali, au Niger et au Tchad. En juillet 2018, le général Khalifa Haftar a annoncé que son ANL avait repris Derna, le dernier avant-poste d'ISIS dans l'Est libyen. Malgré cela, les combattants d'ISIS sont restés actifs, opérant de petits camps dans le désert et menant des attaques occasionnelles en Libye. Comme je l'ai déjà mentionné, la Libye était tombée dans un chaos total. En réponse à l'escalade du conflit et à la crise humanitaire qui en a résulté, les Nations Unies ont facilité les négociations entre les factions rivales en Libye, y compris le général Khalifa Haftar, ce qui a conduit à l'accord politique libyen, APL,
signé en décembre 2015 à Skhirat, au Maroc. Selon les termes de l'APL mené par les Nations Unies, un gouvernement d'accord national, GAN, a été établi à Tripoli. Malgré un fort soutien international, le GAN, nouvellement formé en Libye, a eu du mal à obtenir une reconnaissance nationale, car la Chambre des représentants et ses alliés armés, y compris le général Haftar, ont refusé de donner leur consentement. En août 2018, des violences ont éclaté à Tripoli, la capitale, perturbant une période de calme relatif. Cependant, les Nations Unies ont rapidement négocié un cessez-le-feu entre les milices impliquées en septembre 2018. Pendant ce temps, la lutte pour le contrôle du pétrole libyen s'est intensifiée. En janvier 2018, la Chambre des représentants de l'Est a nommé son propre gouverneur à la branche orientale de la Banque centrale, approfondissant la division entre les branches orientales et occidentales de la banque. En juin de la même année, Ibrahim Jadran, le chef de guerre que j'ai mentionné plus tôt, et ses forces sont revenus et ont pris le contrôle des ports pétroliers de Ras Lanouf et Sidra. Mais le général Khalifa Haftar et ses forces ont réussi à reprendre ces ports à Ibrahim Jadran. Le général a déclaré que tous les ports pétroliers sous son contrôle seraient gérés par la Compagnie nationale de pétrole de l'Est, soutenue par la Chambre des représentants, les revenus étant dirigés vers la branche orientale de la Banque centrale. Cependant, la communauté internationale a rapidement réaffirmé son engagement à commercer exclusivement avec la Compagnie nationale de pétrole basée à Tripoli. Les tensions entre le GAN libyen et le général Khalifa Haftar ont dégénéré en avril 2019 lorsque le général a lancé une offensive pour capturer Tripoli. Les ambitions de Haftar étaient soutenues par un soutien international substantiel. L'Égypte, les Émirats arabes unis et la Russie ont fourni une aide militaire, des financements et un soutien politique, considérant le général comme un contrepoids aux milices islamistes et un moyen d'assurer la stabilité régionale. L'offensive du général a commencé le 4 avril 2019, ses forces avançant rapidement vers Tripoli. Cependant, elles ont été stoppées en périphérie, ne réalisant que des gains minimes au cours de l'année suivante. Un revers pour Haftar, qui avait ordonné à ses troupes, selon ses propres mots, de libérer Tripoli. Cela a soulevé des craintes d'une confrontation majeure avec le gouvernement reconnu par l'ONU. À la demande du GAN, la Turquie a envoyé des troupes à Tripoli début 2020 pour renforcer la défense de la ville, augmentant leur présence avant la contre-offensive du GAN. Les efforts de médiation menés par les Nations Unies ont peu progressé à mesure que le conflit s'intensifiait et que le nombre de victimes civiles augmentait, jusqu'en mai 2020. Le chaos résultant en Libye a permis à des mercenaires étrangers, y compris la tristement célèbre compagnie paramilitaire russe Wagner, d'exploiter la situation et d'établir une présence dans le pays, prenant même le contrôle de certains champs pétroliers libyens. En août 2020, les violences se sont apaisées lorsque le GAN a déclaré un cessez-le-feu unilatéral et que le général Khalifa Haftar a mis fin à un blocus pétrolier peu après, ouvrant la voie à un cessez-le-feu national signé en octobre. Ce cessez-le-feu a conduit à la formation du gouvernement d'unité nationale, GUN intérimaire, en mars 2021, visant à unifier le paysage politique fragmenté de la Libye et à préparer des élections nationales. La formation du GUN a suscité des attentes de stabilité politique et la perspective d'organiser des élections parlementaires et présidentielles en décembre 2021. Cependant, les élections ont été reportées indéfiniment en raison du manque de préparation et des désaccords persistants entre les diverses forces politiques concernant le cadre juridique de l'élection. De 2011 à aujourd'hui, la Libye a connu de profonds maux et des luttes incessantes. Le renversement de Mouammar Kadhafi avait initialement suscité l'espoir d'une transition démocratique, mais la nation a plutôt été plongée dans un conflit prolongé
et une fragmentation. Interrogé lors de l'émission télévisée américaine Fox News Sunday sur sa plus grande erreur en fonction, le président américain Barack Obama a répondu « Probablement de ne pas avoir planifié le jour d'après, ce que je pense avoir été la bonne chose à faire en intervenant en Libye. » Malgré les efforts internationaux et certains progrès vers des accords politiques, la Libye reste une nation en quête de stabilité et de réconciliation. Au cœur de Tripoli, des milliers de personnes sont réunies pour commémorer le 13e anniversaire de la révolution libyenne qui a renversé le dirigeant de longue date, Mouammar Kadhafi, en 2011. La Libye est depuis lors en proie aux conflits et aux divisions politiques, mais les gens célèbrent toujours. Nous avons parlé à quelques-uns d'entre eux, et voici ce qu'ils avaient à dire. La révolution du 17 février signifie le passage de la dictature à un État démocratique et civil. Elle était nécessaire et est intervenue après des décennies d'oppression et d'injustice. Aujourd'hui, cela signifie tant pour le peuple libyen. Malgré le conflit, les divisions politiques, la situation économique difficile, toutes ces personnes qui célèbrent sont la preuve que la révolution continuera et que nous réussirons.